il y a les M23 qui sont à Kinshasa. Moi, ici, je m'étonne. Kabila avait laissé... Quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Kabila a complètement détruit ce pays. Est-ce que pouvons-nous condamner le fait que le gouvernement congolais pense déjà à l'augmentation des salaires? C'est ça la grande question. Pouvez-vous imaginer un pays comme la République démocratique du Congo, quelqu'un qui a géré un tel pays avec tout ce que nous avons comme richesse, mais on n'avait pas ne fût-ce que 3 respirateurs? Et pour la première fois dans l'histoire économique de la République démocratique du Congo, nous avons vu un gouvernement atteindre les assignations budgétaires et les dépasser. 7 milliards de dollars mobilisés depuis Kassavubu jusqu'à Félix Tshisekedi. Dire que la sécurisation des Congolais est un leurre, c'est cracher sur la mémoire de tous ces soldats congolais qui meurent chaque jour au front. Donc il faut arrêter de céder au chantage, à la manipulation de tous ceux-là qui tirent les ficelles. Ce n'est parce qu'ils se font de l'argent sur la mort des Congolais. Et ces gens-là ne peuvent jamais aimer à ce que l'état de siège continue. Musicien, politicien, commerce de commerçants, pasteur, badi, pasteur, le Ganayo, Natumba TV, Hello Bakana, Élysée Tumba TV, cœur en or. Fidèles internautes de NTV, nous vous saluons de partout. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux en train de suivre notre chaîne et nous vous remercions pour cela. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Vérité sans tabou, cette émission que vous suivez, que vous aimez tant, nous allons recevoir sur ce plateau un invité de marque avec qui nous aurons à échanger et parler. Et nous sommes convaincus qu'à la fin de cette émission, vous serez très satisfaits. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons faire un bilan exceptionnel. Nous allons faire une analyse critique sur l'action du gouvernement congolais, le gouvernement que dirige le Premier ministre Sama Lukonde. Vous le savez tous, ce gouvernement a été investi le 26 avril 2021, une année jour pour jour. Ce gouvernement, depuis le 26 avril dernier, a totalisé une année, comme je venais de le dire. Lors de son investiture, ce gouvernement avait présenté un programme juté, axé sur 5 piliers, et ces piliers contenaient 60 axes prioritaires. Et lors de l'investiture, le Premier ministre a promis qu'il ferait son gouvernement, lui et son gouvernement, la RDC, un pays fort, solide et un pays compétitif. Aujourd'hui, une année, nous voulons faire une analyse sur son action. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, Monsieur Charles Kankankou. Il est un chroniqueur politique, un fin analyste. Il est aussi DG de GSR Congo, un média en ligne, ce site d'information. Je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne. Alors, Monsieur Charlequin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour le bonheur des millions de nos internautes qui nous suivent. Globalement, quel est votre mot d'introduction par rapport à l'action du gouvernement une année déjà, depuis le 26 avril dernier? Bon, nous ne pouvons qu'être à la fois satisfaits et sur nos soifs. Satisfaits parce que nous avons vu des réalisations de ce gouvernement, le gouvernement Sama Lukonde, et sur notre soif parce qu'il y a encore un chemin à parcourir. Voilà ce que je peux dire en sec. Alors, pour y aller de manière méthodique, je voudrais que l'on touche 3 aspects. Nous allons parler
de l'action sociale du gouvernement, au niveau du social, l'économie, mais aussi nous allons toucher les plans sécuritaires. Sans plus tarder, nous prenons directement le plan social. Le gouvernement Sama Lukonde, dans ces 5 piliers, a parlé de la diversité de l'économie, la sécurité du pays, la lutte contre la pauvreté et la corruption. Quelle est votre lecture sur le plan social? Est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais a su relever le social du Congolais? Bon, vous savez, la difficulté qu'il y a lorsque on aborde des questions de nature sociale, il faut d'abord que l'on puisse circonscrire un peu le cadre afin de bien développer les concepts. Parce que le social en question est un concept polysémique. Lorsque, je peux donner un exemple, un gouvernement s'emploie à augmenter les salaires des fonctionnaires, des enseignants, la solde des militaires et des policiers, il fait du social. Tout à fait. Il fait du social. Lorsque un gouvernement, par exemple, comme nous l'avons vu, avec la valse des étiquettes enregistrées, notamment dans la fourniture des carburants, le gouvernement prend en charge 40% des budgets pour alléger un petit peu la charge des Congolais. C'est du social, voyez-vous. Parce qu'en faisant le parallèle avec le prix, par exemple, du litre d'essence en France, aujourd'hui, et en Belgique, que ce soit aux États-Unis, il y a des pays où aujourd'hui les litres d'essence coûtent 1 euro, 20, 30, 40, ainsi de suite. Mais en RDC, les litres d'essence étaient jusque-là, c'est en moins d'1 dollar. Voyez-vous? Donc, le gouvernement subventionne la consommation des carburants pour que cela puisse avoir de l'impact sur la vie sociale, notamment les produits de première nécessité qui tous sont transportés par... donc, qui tous sollicitent en fait les transports. Parce que les transports, que ce soit terrestre, lacustre et tout ce que vous voulez, il faut d'abord du carburant. Lorsque le gouvernement fait cela, il fait du social. Donc, c'est pour illustrer le fait que le gouvernement Sama Lukonde, en disant qu'il met le cap sur le social, et vous avez parlé de la diversification de l'économie, et la lutte contre la corruption, et beaucoup d'autres priorités déclinées par ce gouvernement, nous pouvons aujourd'hui dire que le social, dans une certaine mesure, a été fait par ce gouvernement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Le 30% qu'on ajoute sur les salaires des fonctionnaires de l'État, déjà à la fin de ce mois, le mois qui vient de s'écouler, et amené à 45 au mois de juillet, sur la vie du Congolais, est-ce que vous pensez vraiment que cela apporte quelque chose par rapport à la vie du Congolais, le coût de la vie au Congo? Est-ce que vous estimez que le gouvernement a pu vraiment faire ce que le Congolais attendait le plus? Avec ça, vous pensez que le social du Congolais, en termes de salaire, est vraiment au point avec ce gouvernement? Bon, nous ne pouvons pas nous leurrer, hein. Il faut reconnaître que les niveaux de salaire, le salaire que nous avons aujourd'hui dans notre pays, n'est pas le niveau souhaité. Parce que lorsqu'on regarde un policier qui peut aujourd'hui aller au-delà des 100 $, en comparaison avec ce que les autres policiers à travers le monde touchent dans d'autres pays, hein, vous voyez qu'il y a un fossé. Mais est-ce que pouvons-nous condamner le fait que le gouvernement congolais pense déjà à l'augmentation des salaires? C'est ça la grande question. Les gens peuvent critiquer et dire tout ce qu'ils veulent, mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas bon
qu'un gouvernement prenne l'option d'augmenter les salaires des gens. J'ai suivi beaucoup de Congolais, des compatriotes, passer au peigne fin cette décision prise par le gouvernement pour augmenter les salaires en disant que les salaires bruts, les salaires de base, ajouter à cela 30%, ça ne représente rien. Mais moi, prenons un exemple. Quelqu'un qui est payé $100 et sur qui on ajoute une augmentation de 30%, ça veut dire $30. Vous pensez que cet homme-là, qui touchait $100 et qui va aujourd'hui et qu'il perçoit $130, il ne peut pas être content? Et moi, j'ai suivi, lors de la campagne électorale en France, j'ai suivi comment Emmanuel Macron était fier d'avoir ajouté sur les salaires des Français 80 €. S'il vous plaît, dans le débat contradictoire qu'il avait eu avec Marine Le Pen, j'ai vu Emmanuel Macron en train de dire qu'il a ajouté 80 €. Mais prenez l'exemple, prenez la France. Lorsqu'on prend la France, avec ce qui est comme SMIG, ils sont au-delà de 140 1400 € et d'autres touchent 5000 €, 2500, je ne sais pas comment. Et quelqu'un qui touche 2000 € par exemple le mois, et on ajoute sur son salaire 30%, le président de la République d'un pays comme celui-là évoque cela dans un débat contradictoire pour démontrer combien son gouvernement est en train de faire les efforts. Mais moi, ici, je m'étonne de voir les compatriotes en train de critiquer le fait qu'un gouvernement pense à augmenter les salaires des fonctionnaires, des enseignants. Et lorsque vous prenez les 30% là, en multiplié par 600 000 enseignants, multiplié par plus de 300 000 soldats et policiers et tous ces fonctionnaires de l'État, ça représente une enveloppe colossale. Donc cela veut dire qu'il y a une bonne volonté, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que cela n'est pas bon et aussi nous enorgueillir parce que même le président Tshisekedi ne l'a jamais fait, étant donné que les salaires que nous avons jusqu'aujourd'hui, comparativement à ce que nous avons comme richesse dans ce pays, ça ne représente encore rien. Mais c'est un point positif à saluer, à applaudir. Mais d'aucuns estiment que c'est de la poudre aux yeux pour des motivations politiques, 30% ajoutés comparativement à ce que le ministre, les députés, les hommes politiques touchent. Comment on s'amuse avec de l'argent, des scandales financiers dans lesquels beaucoup sont rattrapés. Les gens estiment que c'est de la poudre aux yeux, surtout que nous tendons vers la fin du mandat du président de la République. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y avait possibilité de faire mieux que de rester à 30% pour peut-être flatter le Congolais afin de s'attirer la sympathie? Bon, vous savez, moi je suis partisan d'une tension salariale rationnelle. Hein? Voir ce que touche un député national et ce que touche un enseignant aujourd'hui, vous voyez que c'est pas, on ne peut pas comparer cela. Il n'y a pas vraiment une justice distributive. Ça, c'est une vérité. On doit les souligner. Mais moi, je n'ai jamais été d'accord à ce que dans ce pays, au lieu que les salaires des gens aillent crescendo, mais qu'on rabatte leurs salaires. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Que ce soit pour les ministres, que ce soit pour les députés, ou que ce soit pour je ne sais quelle catégorie sociale, je n'ai jamais été d'accord à ce que l'on réveille à la baisse les salaires des gens. Donc, si le député, par exemple, aujourd'hui, touche 7 000 $, mais qu'il reste au niveau de 7 000 $, moi, je n'aimerais pas qu'on rabatte le salaire de 7 000 $ des députés, mais plutôt qu'on maintienne ce salaire-là tout en augmentant année après année, exercice budgétaire après exercice budgétaire, les salaires d'autres catégories sociales qui sont défavorisées aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas réduire les trains de vie des institutions pour combler, par exemple, les salaires des fonctionnaires
qui du reste, malgré l'augmentation, par exemple, le dépassement budgétaire que l'on souligne par l'ODEP, par exemple, dans telle institution ou telle autre, est-ce qu'on ne peut pas, dans des budgets, réduire les traits des institutions et puis combler, ça pourrait équilibrer les choses? Bon, écoutez, les dépassements budgétaires n'est pas une infraction. Parce qu'il y a des contraintes qui font à ce qu'il y ait dépassement budgétaire. Il peut y avoir d'autres dépenses de souveraineté qu'un gouvernement peut engager pour l'intérêt supérieur de la nation. Cela peut ou ne pas être prévu, mais le gouvernement peut se voir dans une obligation de débloquer des moyens supplémentaires pour subvenir à tel ou tel autre besoin qui se pose au pays. Je peux prendre un exemple. 2020, nous avons connu une pandémie qui a secoué le monde entier. Voyez-vous, oui. Il n'y avait rien qui était prévu dans le budget 2020 pour qu'en cas d'une telle pandémie, que les gouvernements débloquent les moyens pour à la fois venir à la rescousse des entrepreneurs ou des hôpitaux ou je ne sais quoi. Et lorsqu'une telle pandémie arrive, par exemple, un cas de force majeure comme celui-là, le gouvernement est obligé de dépenser de l'argent au-delà de ce qui était prévu. Voyez-vous, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une infraction, de mauvaise gestion? C'est le cas aussi des catastrophes naturelles, par exemple des inondations, par exemple, c'est pas moi, des ravins qui se produisent quelque part, des volcans, des éruptions volcaniques, tout ce que vous voulez là, des incendies que l'on peut enregistrer, tout ça, ce n'est pas prévu, mais ça peut arriver et l'État peut débloquer des moyens. Aussi des dépenses de souveraineté. Il peut y avoir aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, paf, vous entendez que dans les Sud Kivu, il y a les M23 qui sont dans tel village, qui sont sur les montagnes de Tchunzu et autres, en train de tuer les Congolais là-bas. Mais le gouvernement est obligé à la minute près de débloquer des moyens pour envoyer les militaires là-bas. Voyez-vous? Donc tout ça, ce sont des imprévus. Et ça peut occasionner des dépassements budgétaires. Donc les gens peuvent brandir les chiffons rouges pour démontrer comment il y a mes gestions et autres. Mais tout ce qui gère le pays au quotidien, une fois qu'ils sont là, même ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, savent très bien que de telles dépenses ne nécessitent pas que l'on ait prévu cela pour que l'argent soit débloqué et dépensé. Le social, c'est aussi la santé. La couverture sanitaire, la couverture universelle de santé nous a été promis par ce même gouvernement, au travers le Premier ministre, le Président de la République lui-même. Une année après l'investiture de ce gouvernement, où est-ce qu'on en est? Regardez l'état de nos hôpitaux, les personnels soignants. Quelle est votre lecture? Le social, c'est aussi ça. Vous voyez les hôpitaux que nous avons sur place, pas de matériel. Les personnels eux-mêmes sont dans une situation catastrophique. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, sur le plan sanitaire, a pu faire quelque chose? Bon, en tout cas, le gouvernement a fait quelque chose, sinon on aurait enregistré des grèves, notamment des médecins. Hein? Aujourd'hui, on va dans d'autres secteurs de la vie nationale qu'il y a des grèves. Mais les médecins, eux, ne sont pas en grève. Et alors qu'il y a quelques mois, ils avaient présenté un cahier de charges auprès du gouvernement et le gouvernement avait pris en compte leur cahier de charges et des solutions étaient trouvées. Donc ça veut dire que le gouvernement est en train de satisfaire tant soit peu aux revendications des médecins. C'est ainsi qu'il n'y a pas de grogne dans ces secteurs-là. Et autre chose, bon, aujourd'hui, les hôpitaux, nous sommes ici à Kinshasa, tout le monde est en train de voir comment les travaux se font à Mama Yemo par exemple. Les travaux de réfection de Mama Yemo. Je pense que vous êtes journaliste, vous pouvez passer là-bas et voir comment les travaux sont en train de se faire au niveau de Mama Yemo. Si vous allez, par exemple, le président Tshisekedi a visité l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, hein, c'était le mardi passé. Vous voyez, et il y a des exemples comme ça un peu partout dans certaines institutions sanitaires où
les travaux sont en train d'être faits. Donc, on ne peut pas, à ce stade ici, dire que rien n'est fait dans ce secteur-là. Ça serait tromper l'opinion. L'action du gouvernement, peut-être, se résume à des grandes villes, mais le Congo est tellement profond, le Congo est tellement vaste. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est juste au niveau des grandes villes, par exemple Kinshasa et Lubumbashi, tel que vous venez de le dire, encore que Sendwe, on nous laisse entendre que c'est la continuité de ce que Kabila avait laissé. Est-ce qu'il y a eu des hôpitaux construits, par exemple, en une année? Ça, c'est la réhabilitation de Mama Emo, bien sûr. Tout le monde n'ira pas là-bas. Ceux qui sont en province, dans le Congo profond, comment ils vont se faire soigner? Ils sont congolais, ils ne sont pas moins congolais que ceux qui sont à Kinshasa. Bon, est-ce que faudra-t-il d'abord laisser tomber complètement en faillite les hôpitaux qui existent? Il faut les laisser tomber pour les laisser se détruire totalement pour construire de nouveaux hôpitaux, ou bien il faut d'abord viabiliser les hôpitaux que nous avons avant de se lancer dans la construction de nouveaux hôpitaux. Il faut faire les choix. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, parce que Mama Emo a existé depuis toujours, Sendwe a existé, encore faudra-t-il que tu me montres si Kabila avait laissé l'argent, c'est pas dans quelle banque, pour que le gouvernement qui l'a succédé 3 ans après puisse aller dans ces comptes-là, dans une banque quelconque où Kabila a laissé l'argent là-bas pour prendre cet argent-là et continuer la réflexion. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Donc, c'est tout à fait normal que nous avons des hôpitaux, les gens tombent malades chaque jour. Et si, il faut d'abord commencer à réhabiliter, à viabiliser les hôpitaux que nous avons, parce que la pandémie de Covid-19 nous a démontré que pendant 18 ans, Kabila a complètement détruit ce pays. Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays comme le nôtre, on n'avait même pas 3 respirateurs artificiels? Pouvez-vous imaginer un pays comme la République démocratique du Congo, quelqu'un qui a géré un tel pays, avec tout ce que nous avons comme richesse, mais on n'avait pas ne fût-ce que 3 respirateurs? Et vous allez me dire que Kabila était un homme, comme je l'ai suivi ma tête pour dire que Kabila avait une vision pour ce pays. Après avoir fait 18 ans au pouvoir, il ne laisse pas ne fût-ce que 3 respirateurs. Et c'est la Covid-19 qui est venue nous montrer effectivement qu'il n'y avait rien qui était fait dans ce secteur-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que contrairement à ce que les autres peuvent rencontrer, en tout cas, aujourd'hui, la politique sanitaire de notre pays, lorsque vous l'examinez, vous allez voir, vous avez parlé ici du projet de Tshisekedi, la couverture santé universelle. C'est un vaste projet, mais qui demande aussi beaucoup de moyens. Voilà pourquoi il faut applaudir aujourd'hui tout ce que nous voyons comme exploit dans la mobilisation des recettes. Parce que pour initier et mettre en branle une telle réforme sans moyens, ça sera catastrophique. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, nous voyons 1,3 milliard de dollars que débourse le gouvernement congolais. Je dis bien 1,3 milliard de dollars. Kabila avait eu peur de cette réforme parce qu'il s'était dit qu'il ne pouvait jamais, avec toute la manière dont il gérait le pays, parvenir à débloquer 1,3 milliard de dollars pour assurer la gratuité de l'éducation des bases. Mais Tshisekedi est venu, il a pris une décision courageuse que son prédécesseur n'avait pas eu le courage de prendre. Et aujourd'hui, nous voyons comment, ici à Kinshasa et à travers le pays, comment les enfants la déperdition scolaire qu'on avait enregistrée à des taux exorbitants, aujourd'hui, il n'y en a pas. 4 millions, plus de 4 millions d'enfants ont retrouvé les chemins de l'école. Vous voyez? Donc, cette vision, ce projet d'assurer la couverture santé universelle décidée projetée par Tshisekedi, je pense que nous devons soutenir ça parce que ça fera à ce que même les plus démunis puissent accéder aux soins médicaux. Puisque vous en parlez, vous parlez de l'éducation, ça fait partie aussi du social. Vous parlez, vous dites que les enfants, plus de millions, sont rentrés sur les chemins de l'école et tout ça. Mais une année après, je me dis combien d'écoles, par exemple à Kinshasa, le gouvernement a su construire. C'est bien d'amener les enfants à l'école, mais on va les mettre où? Par exemple à Kinshasa, je ne peux
pas me dire aujourd'hui qu'il y a 50 écoles, par exemple, construites. On ne va pas dire qu'en province, par exemple, dans la ville de Kananga, il y a, par exemple, 10 écoles construites. C'est bien bon de lancer l'éducation, mais pour quelle finalité? Est-ce que vous ne trouvez pas que la gratuité de l'enseignement n'était qu'une précipitation et le gouvernement Sama Lukonde n'a pas su accompagner nous donner le moyen possible pour que cela soit effectivement. Et même ce qu'on a mis, dilapidé, vous êtes tous, sans ignorer que vous le savez, dilapidé par le gouvernement passé. Et aujourd'hui, les élèves, ils vont, mais dans quelles conditions? Bon, vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à parler en l'air parce qu'il y a des gens qui racontent des salades comme quoi Tshisekedi n'a rien fait. Alors, j'aimerais que tu me laisses un peu le temps de te démontrer des choses que Tshisekedi a pu faire pendant tout ce temps. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors, je suis ici. Il y a des tableaux ici. Hein? Il y a plusieurs tableaux ici. Ici, c'est d'abord le programme de réalisation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pendant les programmes d'urgence de 100 jours. Volet social au cœur de l'éducation de base en RDC. Construction et réhabilitation, 120 écoles et ameublement. Piloté par BSECO, Bureau central de coordination. Congo central, les écoles EPA Tukebana Tchela. EP Sekebanza, EP Kateli Mavungu Achela, EP Nkebani Achela, EP Lukula Gombe à Lukala, Institut Djalungana Songolo. Vous allez me laisser le temps parce qu'il y en a ici, je crois, à peu près 500. Vous allez me laisser. C'est la télé, d'accord. On ne fera pas 500 de manière. Non, mais parce que les gens disent que Tshisekedi n'a rien fait. Moi, j'aimerais que vous puissiez prendre ces tableaux ici lorsque je serai en train de parler. Et vous allez brandir ces... Vous allez brandir... Voilà. Oui. Ça, ce sont des écoles qui ont été construites pendant les règnes de Félix Tshisekedi. Des écoles et des écoles au Congo central, à Kinshasa, au Kasaï, dans l'Équateur, dans les grands Équateurs, un peu partout. Vous avez ici vos projets reconstruction et réhabilitation des infrastructures routières. Réhabilitation et renforcement de la chaussée avenue de la Foire, longueur 1 km, 60 km à limiter. Construction de la chaussée rigide, avenue du commerce, longueur 1 km, 1,46 km à Gombe. Construction du pont Luboya, rivière Wanya Rukula à 60 km, route nationale numéro 3, Kisangani, Lubutu, PK 59, longueur 30 mètres. Il y a des réalisations comme ça. Ça, c'est le volet pour les balancer. Voilà. Il y en a beaucoup ici, un peu partout à travers la République. Nous avons décidé finalement de commencer à communiquer sur tout ce que Tshisekedi a réalisé pendant ces 3 ans. Et nous allons voir ceux-là qui passeront dans les médias pour nous contredire. Parce qu'il y a beaucoup de réalisations, et c'est là dans tous les secteurs de la vie nationale, des réalisations, des choses visibles faites par Tshisekedi. Et il faut retenir que Tshisekedi arrive au pouvoir le 24 janvier 2019. Et il a son premier ministre après tractation au mois de mai. C'est seulement au mois de septembre que le gouvernement Sama Lukonde est investi, le gouvernement Sylvestre Ilunkamba est investi à l'Assemblée nationale. Donc, Tshisekedi aura perdu comme ça 9 mois sans travailler, comme il se devait, parce que le gouvernement n'était pas encore là. Et voilà pourquoi il fallait initier le programme de 100 jours. Bien que ce programme a connu beaucoup de soucis, mais beaucoup de choses étaient réalisées, notamment dans le cadre de ce programme. Et en 2000, Ilunkamba arrive, il trouve qu'un budget était déjà voté par le gouvernement Tchibala, un budget de 4 milliards de dollars. Tshisekedi qui était à l'étranger, lorsqu'il rentre, il dit pas question, il faut revoir le budget à 10 milliards de dollars pour 2020. Mais malheureusement, au mois de mars 2020, nous avons connu une pandémie, à part la grippe espagnole qui avait ravagé les continents américains, asiatiques, européens et une partie de l'Afrique. À part cette grippe
espagnole là qui avait démobilisé les économies du monde, c'est la pandémie à Covid-19 qui est venue paralyser toutes les économies du monde, s'il vous plaît. Il n'y a aucun pays à travers le monde, à part la Chine qui n'était pas entrée en récession, il n'y a pas une autre économie au monde qui s'est développée, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que l'année 2020 est une année que Tshisekedi a perdu, tel que Macron l'avait perdu, tel que Donald Trump l'avait perdu, et il a fait les frais de cela. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque Tshisekedi met fin au gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il nomme Sama Lukonde le 14 février, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement Sama Lukonde se met au travail, et pour la première fois dans l'histoire économique de la République démocratique du Congo, nous avons vu un gouvernement atteindre les assignations budgétaires et les dépasser. 7 milliards de dollars mobilisés. Je dis bien 7 milliards de dollars. Depuis Kassavubu, premier président de la RDC, jusqu'à Félix Tshisekedi, c'est pour la première fois dans l'histoire économique de ce pays qu'en 2021, nous puissions voir un gouvernement mobiliser 7 milliards de dollars. Puisque vous parlez de l'économie, le gouvernement Sama Lukonde, restant à ce niveau, a parlé de la diversification de l'économie. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on est resté plus sur les minéraux. Et au-delà de ça, l'argent mobilisé, les milliards tels que vous en parlez, le Congolais ne mange pas. Le Congolais souffre. Bon. Le panier de la ménagère. Bon, vous savez, on peut mobiliser, mais si le Congolais ne mange pas, c'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème pour le Congolais. Manger. Aujourd'hui, la famine gangrène nos ménages. Que dites-vous? On va entendre toujours des chiffres, mais l'impact sur la vie du ménage, le ménage du Congolais. C'est cela tout le problème. C'est cela qu'on reproche à ce gouvernement. Bon, écoutez, pour que les Congolais puissent manger comme les Français, les Belges, les Anglais, c'est pas moi, ou les Américains, il faut beaucoup travailler. Et ce n'est pas en si peu de temps que nous pouvons commencer à manger comme les Congolais et comme c'est pas moi, les Sud-Africains ou les Allemands. Ce n'est pas en si peu de temps, parce que Tshisekedi a hérité d'une économie exsangue. Qu'est-ce que nous produisons ici dans notre pays? Nous sommes une des rares économies au monde qui nous consommons ce que nous ne produisons pas, et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Une année après, qu'est-ce que ça m'a fait pour que nous puissions produire? Nous adhérons à plusieurs organisations sous-régionales sans rien y apporter. On pouvait penser à l'agriculture, par exemple. Une année après, qu'est-ce qu'on a fait? Avons-nous investi dans l'agriculture? Est-ce qu'avons-nous investi, par exemple, dans d'autres secteurs pour créer des richesses? Bon, écoutez, je pense que peut-être que vous posez une question pour un peu amuser la galerie, mais nous avons vu ici, avec les déplacements massifs de Kuluna à Kanyama-Kasese, que beaucoup d'hectares ont été cultivés. Il y a une production de maïs incroyable aujourd'hui. Et vous avez vu dernièrement comment dans des camps militaires, ça a commencé par des camps militaires, dans des camps militaires, les sacs de foufou avaient baissé complètement. Ça, ce sont des faits. Je ne raconte pas des histoires. Donc ça doit commencer par quelque part. Voyez-vous? Et aujourd'hui, le gouvernement congolais est conscient que pour inonder les marchés congolais, notamment les marchés des grands centres de consommation, il faut d'abord procéder par la construction des routes de dessert agricoles. Vous voyez? Parce qu'une fois ces routes-là, qui représentent 83 700 km de routes de dessert agricoles, une fois ces routes-là opérationnelles, les produits qui sont les produits agricoles, qui sont l'œuvre du travail
des agriculteurs dans des villages, groupements, secteurs et territoires enclavés seront écoulés dans des grands centres. Pas de microcrédit, par exemple, pour booster leur... Non, d'abord, on commence... Non, attendez, avant d'en arriver là, nous devons d'abord reconnaître une chose, que nous avons dans notre pays des Congolais, des braves Congolais, qui produisent, mais qui malheureusement n'ont pas accès à des grands centres de consommation pour écouler leurs marchandises. C'est ça d'abord la première difficulté. Voilà pourquoi Tshisekedi a pensé à ce grand projet de 145 territoires. Parce qu'avec ce projet-là, on va aménager toutes les routes de desserte agricole. Et cela permettra que tous les Congolais qui se trouvent dans n'importe quel coin du pays, dans un groupement enclavé au fin fond de la forêt équatoriale, c'est pas moi dans les Bandundu, au Bas-Congo, dans le fin fond de Mayombe, ou au Kasaï, à Moueka, c'est pas moi à Ndimbelenge, ou je ne sais, à Kabaya Kamonga, soit à mesure d'amener, d'acheminer les produits de son travail dans un centre où il peut facilement vendre ça. Et cela va automatiquement inonder le marché et entraîner la baisse des prix des produits de première nécessité, parce qu'il y a une loi en économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre est grande, automatiquement, les prix baissent. Et lorsque la demande est forte et que l'offre est diminuée, automatiquement, les prix augmentent. Voyez-vous? Donc, c'est ça d'abord une des solutions à cette problématique. Voilà pourquoi il y a le programme 145 territoires, le programme de développement de 145 territoires. Ça va résoudre beaucoup de problèmes, et les gens qui n'ont cessé jamais de crier à tue-tête que tu sais qu'il n'y a pas de vision, ils vont comprendre que ce n'est pas de la magie pour développer les pays. Une année après, où sont les investisseurs? Parce que nous devons savoir que l'économie aussi passe par les investissements. Nous avons, ce gouvernement a promis des investisseurs. Ils sont une année après. Bon, écoutez, à moins que vous ne vivez pas dans ce pays. À moins que vous ne vivez pas dans ce pays. Où sont-ils? Mais attendez, je suis en train de répondre à votre question. Je dis à moins que vous ne vivez pas dans ce pays. Nous avons un très grand projet depuis les Belges. Ce projet-là consistait à ériger un port en eau profonde parce qu'on n'en a pas à travers les pays. Et la seule fenêtre que nous avons de 45 km, c'est dans le Congo central qui donne sur l'océan Atlantique. C'est un monde où devrait être construit ces ports en eau profonde pour que nous puissions aussi voir des bateaux de haute mer accostés à Mwanda, plus précisément à Banana. Et Mobutu avait ce projet-là, Kassavou avait ce projet-là, Mobutu, les Belges, Moussa Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, personne n'a pu concrétiser ça. Mais c'est sous Félix Tshisekedi que nous avons vu un des protocoles d'accord signés, et la première pierre posée, et des fonds, plus d'1 milliard de dollars déjà débloqués, disponibilisés pour les travaux de la construction du port en eau profonde à Banana. Mais vous parlez de quel investisseur? Vous pensez que les Dubaïotes qui sont là, ils ne sont pas des investisseurs? Vous voulez parler de quel investisseur? Les investisseurs sont là. Aujourd'hui, nous avons vu Tshisekedi en Zambie. Il a été à rencontrer son homologue zambien à Kainde, Ichilema, à Kainde Ichilema. Ils ont signé un accord historique pour que finalement nos cuivres, nos cobaltes produits dans notre pays soient transformés sur place pour fabriquer les batteries électriques. Ça, c'est un projet incroyable. Vous savez combien d'emplois seront créés? Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transition énergétique. Et un président arrive, il a une vision. Allez, on signe maintenant un accord avec un autre pays, parce que la Zambie et la République démocratique du Congo mises ensemble représentent 70% de ces minéraux-là stratégiques. Lithium, cobalt, cuivre. 70% à travers le monde. Nous, on a ici, par exemple, à Manono, on a une réserve de 130 millions
une réserve de 130 millions de tonnes de lithium. Aucun pays au monde n'en a. Donc, alors, un président qui arrive, qui a une vision, il pense à ce que, au lieu que ce que nous produisons soit toujours transformé en produit fini à l'étranger, en Europe, il faut que ça se passe au Congo. Kabila était là, pourquoi il n'avait pas eu une telle vision? Terminons avec la sécurité. Donc cela veut dire que le pays est dans de bonnes mains et Tshisekedi est en train de prouver à la face du monde qu'il a une vision pour le pays. Terminons avec la sécurité. Une année après, l'investiture du gouvernement, l'état des sièges décrété, les accords avec l'Ouganda, la guerre à l'Est, les tueries continuent. Il y a eu certes des arrangements pour parler au niveau de la Kenya sous la houlette de Uhuru Kenyatta. Mais vous ne réalisez pas que jusqu'à ces jours, les tueries, les gens meurent, les gens continuent à mourir. Est-ce que vous ne trouvez pas que la sécurité qu'a promis Sama Lukonde, la sécurisation du territoire national n'est que l'heure? Bon, écoutez, dire que la sécurisation des Congolais est un leurre, c'est cracher sur la mémoire de tous ces soldats congolais qui meurent chaque jour au front. Vous pensez que c'est une partie de plaisir de voir un militaire originaire, c'est pas moi, de Kinshasa, du Kasaï, du Bas-Congo, de l'Équateur, aller passer nuit en brousse dans des conditions extrêmement difficiles et se faire tuer là-bas? Vous pensez que c'est une partie de plaisir? Non, il faut quand même à un moment donné qu'on mette fin à ce type de cynisme. Il y a des soldats congolais qui se sacrifient chaque jour ici. Lorsque on met en parallèle les tueries telles que enregistrées avant que l'état de siège soit décrété et aujourd'hui, mais il y a une baisse sensible des cas d'assassinat, des tueries. Il y a une baisse sensible. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez les images atroces des Congolais coupés en morceaux comme on les avait avant que l'état de siège soit décrété, avant juin 2021? Vous voyez ce type d'image-là circuler? Vous voyez aujourd'hui ce type-là d'image-là circuler? L'état de siège a fait ses preuves. C'est vrai que l'état de siège n'a pas mis complètement fin à l'insécurité dans cette partie de la République, mais beaucoup de QG, notamment des ADF, ont été démantelés. Que ce soit dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, mais beaucoup d'axes routiers ont été libérés. Et ce sont les gens qui sont dans nos compatriotes, qui sont dans toutes ces parties-là de la République, occupées par les rebelles qui rendent témoignage. Combien de militaires, combien de rebelles se sont rendus au cours de tout ce temps de l'état de siège? Comment est-ce que les Congolais et le monde n'a pas vu comment l'économie rwandaise a été asphyxiée à cause de cet état de siège? Donc il faut arrêter de céder au chantage, à la manipulation de tous ceux-là qui tirent les ficelles pour que les tueries continuent, parce qu'ils se font de l'argent sur la mort des Congolais. Il y a des Congolais comme ça, cyniques, des criminels qui profitent de cet état-là d'insécurité pour faire des affaires, faire les trafics des minerais. Et ces gens-là ne peuvent jamais aimer à ce que l'état de siège continue. Donc, il y a eu les faiblesses à noter avec cet état de siège, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Et la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et les FARDC ont fait à ce que beaucoup de camps, des quartiers généraux des ADF soient aujourd'hui démantelés. Fidèles internautes, nous sommes obligés d'arrêter ici. La matière est abondante et notre invité sait bien s'en sortir. Nous vous promettons de le prendre à la prochaine. Mais on ne va pas se séparer comme ça. Nous lui donnons quand même les derniers mots. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot? Nous savons que nous allons revenir à vous à un moment donné parce que la matière reste vaste et abondante. Oh, tout à fait. Le dernier mot, c'est que la matière est abondante. Si j'avais le temps, j'ai des tableaux ici pour démontrer aux Congolais ce que Tshisekedi a fait. Une émission vraiment. Voilà, il y a beaucoup de manipulations. Bon, c'est normal, hein, lorsqu'on est dans l'opposition, il faut montrer que rien n'est fait.
même ceux qui sont en France aujourd'hui, nos compatriotes qui nous suivent en France, ils savent bien comment pendant la campagne électorale, Marine Le Pen était en train de démontrer que Macron n'a rien fait, que la France a reculé. Je suivais régulièrement Éric Zemmour qui disait que la France a reculé, il y a l'insécurité, rien ne marche, la France va disparaître d'ici 2050. Il y a des gens qui secouent les cocotiers comme ça, qui brandissent les chiffons rouges afin de céder quand même, de séduire plutôt les électeurs. Mais les gens qui sont sans parti pris, qui posent un regard objectif sur la marche d'un pays comme le nôtre, il voit qu'il y a des avancées. C'est ainsi que vous avez vu dernièrement, il y a de cela des jours, les institutions de Bretton Woods produire un rapport comme quoi, du temps de Tshisekedi, en tout cas, l'économie congolaise est en marche. Donc ça, ce sont des institutions indépendantes. Donc on aura le temps de parler de ce que Tshisekedi a fait prochainement. Merci. Merci beaucoup, fidèles internautes de ENTV. Nous rappelons que nous recevions dans le cadre de cette émission M. Charles-Étienne Kankou, qui est chroniqueur politique, mais aussi DG d'une grande chaîne que vous pouvez vraiment suivre et vous abonner très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne ENTV, Élysée Ntoumba TV, votre chaîne de tout le temps. Nous saluons comme ça la coordonnatrice générale de la chaîne plutôt, Élysée Ntoumba TV. Portez-vous bien. Ici là, nous allons revenir à vous. Merci. Musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, padi, patricien, les Ganayo, Natumba TV, Hello Bakana, Ngonyoso, Élysée Ntoumba TV, cœur en or.